Oui, bonjour tout le monde. Laissez-moi d'abord vous remercier pour votre présence à cette deuxième édition des Midi-conférences scientifiques. Je serai votre hôte pour cette heure de lunch. Tout d'abord, laissez-moi me présenter. Je suis André Tartre, je suis hygiéniste du travail. Je suis membre du conseil d'administration de la QHSST. Donc, l'idée de présenter des midi-conférences s'est imposée à la suite du report du congrès annuel de l'AQHSST en mai 2020, puis en mai 2021, en annulant du même coup les conférences scientifiques qui y sont présentées. Donc, une tribune permettant de présenter des projets de recherche, des études de cas, les démarches scientifiques était donc un besoin pour les différents chercheurs et les étudiants-chercheurs. Le but de cette série de conférences est donc de soutenir la communication scientifique auprès des pairs et du grand public. Nous sommes fiers de vous proposer un programme de conférences traitant des différents thèmes qui seront, nous en sommes convaincus, être appréciés de tous. Avant de débuter la conférence d'aujourd'hui, pour les participants qui souhaiteraient faire un commentaire pendant la présentation ou qui souhaiteraient poser une question, je vous invite à le faire en utilisant la fonction questions-réponses. Donc, en anglais, question and answer, QA. Les questions seront répondues à la fin de la conférence. La QHSST enregistrera la conférence afin de pouvoir la rediffuser. Ainsi, vous pourrez la visionner sur YouTube. Vous pouvez rechercher le lien directement sur la page de l'association à aqhsst.qc.ca. Aujourd'hui, nous accueillons le docteur Clotilde Brochot. Le docteur Brochot est actuellement associé à l'Université Concordia. Elle a été boursière postdoctorale de l'IRSST jusqu'en août 2016. À cette période, elle a étudié la filtration des nanoparticules pour des pièces faciales filtrantes et des filtres mécaniques de ventilation générale. Elle était sous la supervision de M. Ali Baloul de l'IRSST et du professeur Farabroz Hagigag de l'Université Concordia. Sa thèse de doctorat portait sur la filtration des nanoparticules appliquées aux appareils de protection respiratoire réutilisables. En 2014, l'Organisation mondiale de la santé avait publié un document « Quoi faire en cas de pandémie avec un agent provoquant des infections respiratoires aiguës ». Pour les interventions médicales générant des aérosols, donc ce qui était dans le jargon médical les IMGA, l'OMS recommandait des appareils de protection respiratoire. Pour l'Amérique du Nord, elle recommandait des pièces faciales filtrantes certifiées N95 par NIOSH. C'était donc le document de référence en cas de pandémie sur la planète, notamment si un nouveau coronavirus émergeait. Tout y était prévu, tout sauf qu'est-ce qu'on fait s'il arrive une pénurie d'équipements de protection. Donc, évidemment, c'est ce qui s'est produit au printemps 2020. Et une des façons de répondre adéquatement à cette pénurie d'appareils de protection respiratoire en avril et au mois de mai 2020 était d'accepter des appareils de protection respiratoire certifiés par d'autres organisations gouvernementales, donc que le NIOSH. Donc, et pour être tout à fait candide, il n'y avait pas beaucoup d'hygiénistes du travail en Amérique du Nord et même des professionnels en santé et sécurité en Amérique du Nord qui connaissaient d'autres appareils de protection respiratoire certifiés par d'autres organismes gouvernementaux. Il me fait donc vraiment plaisir de céder la parole au Dr Brochot qui va vous expliquer le mandat qu'elle a reçu au printemps 2020. Dr Brochot. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter donc, les résultats de l'étude qu'on a faite sur l'efficacité de filtration des pièces faciales filtrantes de type KN95 qui existait au début de la pandémie de Covid-19. Donc, cette étude a été effectuée au laboratoire de filtration des particules, qui est un laboratoire qui a été créé lors du partenariat, la création du partenariat de l'IRSST et de l'Université Concordia en 2016, pour créer une plateforme de recherche sur la filtration des gaz et des particules. Donc, durant le début de la pandémie, le laboratoire a été mis à contribution pour pouvoir fournir des données de performance en filtration de différents appareils de protection respiratoire, des pièces faciales filtrantes,
qui provenaient soit de nouvelles importations, soit des pièces faciales filtrantes qui avaient des certifications provenant de zones géographiques hors Amérique du Nord, de pièces faciales filtrantes venant de l'eau périmée, ou aussi de prototypes provenant d'industries québécoises qui avaient pour objectif de pouvoir fournir des appareils de protection respiratoire aux travailleurs québécois. Le but étant de savoir s'ils apportaient une protection adéquate à leurs utilisateurs. Le laboratoire a aussi participé à des études sur l'éventuelle réutilisation des pièces faciales filtrantes après la désinfection. Donc, on a travaillé avec des hôpitaux, avec des laboratoires et avec des entreprises du Québec sur l'évolution ou non de la performance après leur désinfection pour des pièces faciales filtrantes. On a aussi, durant cette période, travaillé sur l'évaluation de la performance des masques communautaires via des collaborations internationales, des projets MITAC et puis des projets à l'interne à l'Université Concordia. Il y a 2 Face Mask Challenge et puis le laboratoire aussi a contribué à la création de l'Innovation Lab de Concordia. Donc, au début de la pandémie, l'expertise du laboratoire a été mise à contribution dès le début de la déclaration de l'urgence sanitaire qui a été déclarée au Québec le 13 mars 2020. Et elle a été utilisée jusqu'au début juin 2020 où toutes les compétences et le banc de mesures, etc., a été transféré à l'IRSST, au service laboratoire, et qui a mis en place donc un service pour l'évaluation de l'efficacité des masques, que ce soit les N95, type N95 ou type communautaire. Ce service existe encore, donc si vous voulez faire tester des masques, vous pouvez toujours contacter l'IRSST pour faire ces tests. Donc, durant cette période, le laboratoire a mesuré la performance de plus de 150 pièces faciales filtrantes pour pouvoir aider donc, les décideurs du Québec pour leur choix pour la protection des travailleurs au Québec. Donc, au début de la pandémie, le CDE a publié un rapport sur en fait, les conditions de production des masques dans le monde. Et donc, ils ont montré que donc, presque la moitié de la production mondiale de masques provenait de Chine, mais que même cette production, elle n'a pas été suffisante pour pouvoir pallier à la demande chinoise durant le début de la pandémie. Durant le début de la pandémie, la Chine avait besoin de 240 millions de masques par jour, mais elle était capable de produire en janvier 20 millions de masques par jour. Donc, elle a réussi à augmenter sa production. Fin février, elle l'a multipliée par 6, puis en fin juin, elle espérait la multiplier par 10. Donc, elle a augmenté sa production de masques et puis sa production de non-tissés aussi. Malheureusement, dans la chaîne de production, donc, le CDE a mis en lumière qu'il y avait 2 goulots d'étranglement durant cette période pour pouvoir produire une grande quantité de masques. Le premier qui est lié à la matière première, le non-tissé, qui n'était pas assez disponible pour pouvoir confectionner des masques. Essentiellement aussi le non-tissé spécialisé, le Meltbond, qui est produit par une quantité limitée d'entreprises. Et le deuxième goulot d'étranglement a été la distribution. Du fait de la crise, toute la partie transport et logistique a été largement impactée et n'a pas permis à la distribution de masques durant cette période. C'est dans ces conditions que Santé Canada a décidé d'ouvrir l'utilisation de masques respiratoires approuvés via d'autres normes d'autres pays, dans le but d'accroître la disponibilité des masques respiratoires durant la pandémie. Elle a accepté dans le sens où les masques certifiés doivent avoir des normes équivalentes et des acceptabilités d'efficacité équivalentes, voire supérieures. Dans ce contexte, on pouvait donc, selon Santé Canada, on pouvait utiliser à la place des pièces faciales filtrantes certifiées N95, on était capable de pouvoir utiliser des pièces faciales filtrantes certifiées FFP2 ou des pièces faciales filtrantes certifiées KN95, donc via la norme chinoise GB 2626.
Cependant, en octobre 2020, la FDA a publié une directive qui montrait que certains masques respiratoires qui provenaient de Chine n'avaient pas la protection adéquate pour être utilisés. Et toujours actuellement, sur le site du CDC, on peut voir qu'il est marqué que, environ 60% des masques KN95 qui sont aux États-Unis sont des contrefaçons et ne répondent pas aux exigences de NIOSH. Dans ces conditions, au début de la pandémie, il s'est retrouvé sur le marché une diversité importante de masques, que ce soit via leur certification, via leur design, via leurs composants. Donc, il était difficile de savoir lesquels étaient efficaces et lesquels étaient des contrefaçons ou lesquels étaient des malfaçons, qu'elles soient intentionnelles ou non. Donc, le but de l'étude a été de vérifier si le fait d'utiliser une pièce faciale filtrante de type KN95 durant le début de la pandémie offrait la même performance, donc la même performance qu'une pièce faciale filtrante certifiée N95 par le NIOSH. Je vais revenir un petit peu sur certaines notions sur les pièces faciales filtrantes et les appareils de protection respiratoire. Donc, les appareils de protection respiratoire sont utilisés pour les travailleurs dans le cas où ils sont exposés à un danger par inhalation. Ils sont utilisés dans le cas où la filtration collective est impossible à mettre en œuvre ou insuffisante. Et elles permettent donc de protéger le travailleur d'une exposition, que ce soit particulière ou bioaérosol aussi. La pièce faciale filtrante, elle est différente, elle se différencie des autres appareils de protection respiratoire par le fait que c'est un appareil de protection respiratoire à usage unique. Elle est constituée quasiment entièrement du médium filtrant. Elle est designée de telle sorte qu'elle épouse le moins grossièrement possible le visage pour limiter les fuites. Et elle est utilisée dans le cas où on a un risque aérosol. Donc, généralement, on exprime une exposition professionnelle à des aérosols via deux indicateurs, donc la quantité de particules en suspension dans l'air, en milligrammes par mètre cube, et puis la nature de l'aérosol. Dans le cas des nanoparticules, là, on va utiliser plutôt une concentration en particules dans l'air pour pouvoir déterminer son exposition. Ça, c'est dû au fait que, du fait de la taille des particules, la déposition dans le système respiratoire va être différente. Donc, la pièce faciale filtrante, sa performance, elle est caractérisée par deux paramètres. C'est l'efficacité de filtration, donc sa capacité à capturer les particules qui sont dans l'air, et la perte de charge, donc sa résistance à la respiration. Elle est généralement constituée de au moins 3 épaisseurs, dont une est le médium. Et le médium, c'est un enchevêtrement de fibres dont le diamètre varie de quelques centièmes de micromètre à quelques micromètres. Et c'est les fibres qui vont permettre de collecter les particules. Donc, chaque fibre prise indépendamment va utiliser les mécanismes de collecte physique pour pouvoir capter les particules. Dans le cas d'un média mécanique, les fibres vont pouvoir capter les particules par diffusion, par des mécanismes de diffusion, d'interception directe ou d'impaction. Dans le cas de médias électrés, donc ce sont des fibres qui sont chargées de façon électrostatique, on ajoute un mécanisme de capture supplémentaire par force électrostatique. Dans la majorité des pièces faciales filtrantes, c'est des médias électriques qui sont utilisés pour pouvoir avoir une efficacité qui est importante tout en ayant une perte de charge qui soit le plus agréable possible pour le porteur. Donc ici, on a une image en microscopie électronique à balayage d'un médium et à côté, on a les mesures d'efficacité. C'est pas une mesure, c'est les calculs d'efficacité via des équations théoriques et empiriques de deux médiums. Donc en noir pointillé, c'est un médium mécanique. Donc on peut voir l'efficacité en fonction du diamètre des particules. Et en noir, en trait plein, c'est l'efficacité en fonction du diamètre des particules pour un médium électré.
On voit que pour le médium mécanique, la taille de particules la plus pénétrante, ce qui est écrit MPPS sur le graphique, c'est la taille de particules la moins encline à être captée par le médium. Elle est située entre environ 300 nanomètres. Dans le cas d'un filtre électré, on a une meilleure efficacité du fait de l'efficacité de collecte par force électrostatique qui a été ajoutée. Et on a une taille de particules la plus pénétrante qui va être située plutôt en dessous de 100 nanomètres. Donc, les pièces faciales filtrantes sont testées via des normes. Donc, pour la norme NIOSH, les deux paramètres qui sont testés via le 42 CFR 84, c'est la perte de charge et l'efficacité. Donc, on utilise un aérosol de NaCl qui est globalement neutre pour pouvoir faire des mesures d'efficacité, donc les mesures de concentration en amont et en aval du filtre, à 85 litres par minute en débit constant, et on va faire une mesure totale en masse avant et après le filtre. Si l'efficacité de collecte est supérieure à 95%, et si la limite, la perte de charge est inférieure à 343 pascal, alors on peut apporter une classification N95 au masque. Dans le cas des pièces faciales filtrantes qui sont certifiées FFP2, on a un débit qui est légèrement supérieur de 95 litres par minute. Et on va tester les pièces faciales filtrantes avec un aérosol de NaCl et de paraffine. On utilise le même type de mesure pour qualifier l'efficacité et les pertes de charge sont relativement équivalentes. Dans le cas de la norme provenant de Chine GB 2626, là on est presque équivalent à la norme NIOSH 42 CFR 84. La nouvelle norme, donc la GB 2626-2019, va juste être plus restrictive au niveau de la perte de charge. À noter que normalement la mise en œuvre totale, donc juste utiliser la GB 2626-2019, était prévue pour le 1er juillet 2020, mais du fait de la pandémie, sa mise en œuvre totale a été reportée au 1er juillet 2021. On peut voir grâce à ce tableau que sur le papier, il semblerait qu'il y ait une certaine équivalence entre les N95, FFPE2 et KN95. Donc, il paraît très logique de pouvoir substituer un N95 à un KN95. Donc, pour vérifier ça, on a utilisé 8 pièces faciales filtrantes. Donc, les 4 premières pièces faciales filtrantes, ce sont des pièces faciales filtrantes certifiées NIOSH qui ont été achetées au laboratoire avant la pandémie. Elles proviennent de 3 fabricants différents qui sont des fabricants bien connus et des masques bien connus. Ils ont tous le marquage qui correspond à le marquage normatif, c'est-à-dire qu'il y a le logo NIOSH sur la pièce faciale filtrante, la mention N95, le numéro d'homologation, le nom du fabricant et le nom du modèle. Et donc, on va pouvoir comparer ces 4 pièces faciales filtrantes à 4 pièces faciales filtrantes qu'on a pris dans les plus de 150 pièces faciales filtrantes qu'on a testées. Elles sont toutes sélectionnées parce qu'elles ont une forme de type KN95, c'est-à-dire en forme de filtre à café, plat avec une barrette, et qui ont seulement des boucles d'oreilles, donc qui s'accrochent derrière les oreilles. Si on se réfère à la norme GB 2626, une pièce faciale filtrante qui doit être KN95 doit pouvoir avoir sur la pièce faciale filtrante le mot KN95 et la norme GB 2626. On peut déjà voir que la pièce faciale filtrante 1 et 3 ne suivent pas les marquages liés à la certification GB 2626. Donc, pour tester ces masques, on a utilisé le banc du laboratoire qui a été déjà utilisé dans des études passées pour pouvoir étudier les performances en filtration de pièces faciales filtrantes en fonction de la taille des particules, du type de débit en constant ou en cyclique, de l'intensité du débit, du temps d'utilisation. Donc, il est composé de 3 parties. La première partie qui permet de générer donc, des particules de NaCl dont le diamètre exprimé en mobilité électrique varie de 20 à 600 nanomètres. C'est un aérosol qui est globalement neutre, comme préconisé par la norme. Et ensuite, on apporte un air de dilution propre et sec. Cet aérosol est ensuite envoyé dans la chambre de test.
dans laquelle on a une humidité relative qui est inférieure à 30%. On a une homogénéité des concentrations à l'avant de la pièce faciale filtrante à tester. Donc, l'échantillon est scellé sur une plaque de support et on a des cannes de prélèvement en amont et en aval de la pièce faciale filtrante pour pouvoir faire des mesures concentration amont-aval. Et on applique un débit d'aspiration de 85 litres par minute. On a la partie de mesure, qui va nous permettre de mesurer la perte de charge avec un capteur de pression et la courbe d'efficacité en fonction du diamètre des particules à l'aide du SMPS. On a fait les mesures sur 5 échantillons dans les 8 pièces faciales filtrantes qui présentaient précédemment. Ça nous permet d'avoir une courbe d'efficacité en fonction du diamètre des particules, d'estimer l'efficacité minimale de la pièce faciale filtrante testée, de calculer l'efficacité totale en nombre et de calculer l'efficacité totale en masse. C'est une photo du banc qui a été utilisé pour les tests. Là, c'est des tests effectués précédemment avec des pièces faciales filtrantes certifiées NIOSH et là, avec un échantillon de KN95. Donc, pour résumer, on a utilisé 4 pièces faciales filtrantes N95 certifiées NIOSH qu'on a reçues avant la pandémie, qui seront notre référence. On a sélectionné 4 échantillons dans les différents échantillons qu'on a reçus du laboratoire durant la pandémie, de type KN95. On a fait les mesures de performance, donc la courbe d'efficacité et la perte de charge pour 5 échantillons dans tous les cas, sans traitement et sans conditionnement au préalable. Et on a pu comparer, donc on va pouvoir comparer les efficacités. À noter que ce n'est pas un banc de certification, ce ne sont pas des tests de certification, bien que le banc soit proche des conditions normatives NIOSH, et il diffère en certains points. Donc ça, ce sont les résultats de perte de charge effectués donc, sur les pièces faciales filtrantes certifiées N95 en bleu et sur les KN95 en orange. Donc on peut voir que les pertes de charge qui ont été mesurées sont inférieures à la perte de charge limite préconisée par le NIOSH et aussi inférieure à la perte de charge préconisée par la norme GB 2626-2019 qui était la plus restrictive pour la perte de charge, les mesures de perte de charge. Ensuite, ce sont les résultats de courbes d'efficacité en fonction du diamètre des particules dans le cadre des pièces faciales filtrantes certifiées NIOSH. Donc, pièces faciales filtrantes 1, 2, 3 et 4. Donc, on peut voir qu'on a une efficacité minimale qui est supérieure à 95%. On peut aussi remarquer que la taille de particule la plus pénétrante, la MPPS, donc la taille de particule qui est la moins encline à être captée par la pièce faciale filtrante, elle est en dessous de 100 nanomètres, ce qui indique que le média qui a été utilisé pour la pièce faciale filtrante est un média électrique. Ensuite, on peut comparer donc, notre efficacité minimale récupérée de la courbe d'efficacité aux efficacités totales en nombre et en masse qui ont été calculées grâce aux données. Donc, les écarts bleus représentent en fait, donc, pour la partie basse, l'efficacité moins 1 écart type et la partie haute, c'est l'efficacité plus 1 écart type. Donc, on peut voir que les efficacités totales en nombre et les efficacités totales en masse sont supérieures à 95% dans tous les cas. Pour ce qui est des pièces faciales filtrantes de type KN95, donc là, on a les efficacités en fonction des diamètres des particules exprimées en mobilité électrique. Et on peut voir donc, que les efficacités minimum sont inférieures à 95%. On peut voir aussi qu'il y a une grande variabilité entre les 4 différentes pièces faciales filtrantes qui sont présentées. On peut voir que la pièce faciale filtrante numéro 2, elle est à la limite de 95%, et puis on voit que la taille de particule la plus pénétrante est en dessous de 100 nanomètres. La pièce faciale filtrante 1, elle a deux pics, en fait, ce qui a déjà été montré dans certains d'autres articles. Puis on a une efficacité minimum qui est inférieure à 95%. Et les FFP3 et FFP4, eux, sont largement inférieurs à 95% et une MPPS qui est supérieure à 100 nanomètres.
peut aussi voir une grande dispersion dans les échantillons des mesures, surtout pour le FFP3 et FFP4. Donc, la zone grise est vraiment très, très large par rapport aux zones grises qui a été présentée pour les N95. Et ensuite, si on fait le... je voulais juste dire aussi que les FFP1 et PFF1 et PFF3, donc c'est les masques qui ne présentaient pas le marquage comme tel que mentionné dans la norme KN95. Donc, on n'a pas des efficacités aussi qui correspondent. Si on compare maintenant l'efficacité minimale de la courbe à l'efficacité totale calculée en nombre et en masse, on voit aussi que l'efficacité totale en nombre et en masse est inférieure à 95%, excepté pour le KN95, le numéro 2. Et on retrouve le fait qu'il y ait une grande variabilité entre les pièces faciales filtrantes et entre les différentes mesures. Donc, en conclusion, les résultats du KN95 nous montrent qu'il y a une grande disparité entre les pièces faciales filtrantes et une grande dispersion dans la même pièce faciale filtrante entre les échantillons, surtout comparé aux résultats qu'on a eus au N95. On voit aussi que certaines pièces faciales filtrantes n'ont pas les performances requises pour être considérées comme des équivalents au N95. On peut aussi noter que la mesure de l'efficacité minimale, elle illustre mieux de manière plus précise la performance de l'efficacité de la pièce faciale filtrante. En effet, les efficacités totales en nombre et en masse, en fait, elles sont liées à l'aérosol qui est utilisé pour le test. C'est la combinaison du médium et de l'aérosol qui permet d'avoir cette mesure. Et ensuite, donc, le marquage qu'il y a sur la pièce faciale filtrante durant cette période, que ce soit N95, FFP2 et KN95, ne permettait donc pas de statuer clairement sur les performances de la pièce faciale filtrante. Voilà. Bon, OK. J'en vois pas. Moi, la première observation que je fais et qui est assez remarquable, c'est qu'au niveau des KN95, on les attache avec des boucles qui vont en arrière des oreilles, alors qu'avec les N95, on avait toutes des bandes qui allaient en arrière de la tête. Et ça permet, quand tu fais un test d'ajustement, justement, tu es capable d'ajuster la pièce faciale au niveau du visage si les bandes font le tour de la tête. Si c'est juste deux boucles qui t'attachent en arrière des oreilles, c'est la grande différence d'ailleurs avec les masques de procédure, c'est que tu n'as pas d'aptitude à pouvoir déplacer un peu ton masque. Il s'attache en arrière des oreilles, puis ta pièce faciale est beaucoup moins ajustable. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Mention 1, tous les masques qu'on a reçus à cette période avec des boucles d'oreilles. C'est pour ça qu'on a sélectionné cela. Deuxièmement, sur le site de NIOSH, on voit que c'est écrit que si c'est des boucles d'oreilles, ça ne tiendra pas. Et nous, on n'a fait que des tests de performance sur la pièce faciale filtrante. On n'a pas fait les fits. Ce n'est pas notre partie. Mais on a appris des tests qui ont été faits que les fit tests pour les boucles d'oreilles ne fonctionnaient presque pas. OK. Enfin, je veux juste une dernière chose. Sur la norme 42 CFR 85, il me semble qu'il y a écrit qu'il faut que ce soit des bandeaux à la tête, ce qui n'est pas écrit, par exemple, sur la norme GB 2626. Voilà. OK. Merci. Est-ce que, autrement dit, les masques qui ont été fabriqués en 2019, est-ce que tu penses qu'on aurait pu remarquer la même variabilité dans l'efficacité qu'au printemps 2020? Bonne question. Je pense qu'avant la pandémie, on aurait peut-être pu en sortir quelque chose. Actuellement, je ne sais pas vraiment parce qu'on trouve encore des gens qui vont porter à l'extérieur des masques KN95. Donc, il y a un marché. Donc, il doit y avoir un intérêt pour pouvoir faire des masques frauduleux ou d'augmenter sa cadence pour pouvoir en vendre plus, donc avoir des défauts sur les masques. Donc, Juste, c'est une information que j'avais au printemps 2020. Puis je ne sais pas si vous avez aussi plus de détails à donner. En 2019, je pense qu'il y avait 29 000 entreprises chinoises qui fabriquaient des KN95. Et au mois de juin,
2020, il y en avait plus de 50 000. Donc, tu en avais à peu près 21 000 tout d'un coup qui avaient reçu leur agrément. Donc, ça pouvait peut-être expliquer certaines choses. Donc, là, je ne sais pas si vous avez un commentaire là-dessus, mais tu sais, quand on passe de 20 000 à 200 000 de production, donc 20 millions à 200 millions de production par année dans un pays, c'est parce qu'il y a, il y a peut-être des choses qui se passent. On- ben, j'avais lu que les machines pour produire les masques proviennent tous de Chine. De toute façon, s'ils veulent avoir les machines pour produire les masques, c'est chez eux. Il peut y avoir soit ils ont acheté des machines et puis ils ont choisi d'être producteurs de masques sans avoir la compétence. Donc, il peut y avoir des défauts liés à ça, que ce soit intentionnel ou non. Ou ils peuvent aussi décider d'avoir une cadence plus importante, puis ça va apporter aussi des biais. Donc, il y a plein de biais qui vont arriver s'ils ne sont pas maîtrisés par une certaine certification ou une assurance qualité. Ben, c'est sûr que ça va avoir des biais. OK. J'ai 4 questions. Donc, la première question, c'est de M. Kevin Jean. Considérant que les critères des différentes normes semblent à peu près équivalentes, qu'est-ce qui explique la variabilité? C'est un peu, on se répète un peu avec ce qu'on vient de dire, mais est-ce qu'il y a des paramètres qui pourraient expliquer la variabilité? D'autres paramètres que ceux expliqués? Nous, on a fait une comparaison de 2 types de masques. Et les 2 types de masques n'ont pas été récupérés au même moment. C'est-à-dire que nous, nos masques N95, ils ont été achetés avant la pandémie. Donc, on sait qu'ils ne sont pas frauduleux, on sait qu'ils ont été vérifiés et on sait qu'on n'était pas en flux tendu à ce moment-là. Dans le cas des KN95, c'est des nouveaux masques avec des nouvelles filières, avec un flux tendu à ce moment-là. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui vont influencer cette partie-là. En fait, ce qu'on peut dire, on ne peut pas dire que tous les KN95 à ce moment-là n'étaient pas bons et tous les N95 à ce moment-là étaient bons. Ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on porte un KN95 qu'on va avoir la protection qui est équivalente à un N95 à ce moment-là. OK. Tout ce qu'on peut dire. La deuxième question de Mme Alice Turcot. Le matériel pour les 2 types, est-ce qu'il était identique, les 2 types de pièces faciales? Les 2 types. Autrement dit, le matériel N95, est-ce que c'était exactement le même matériel que les KN95? Pour la constitution du masque, Oui. ça, on n'est pas allé vérifier. En fait, on a eu beaucoup de masques, puis la demande était vraiment d'avoir des mesures de performance pour pouvoir savoir si on pouvait les utiliser ou non. On n'est pas allé plus dans le détail dans comment elles étaient constituées. OK. On voit des datas, de toute façon, c'est que certains KN95 n'avaient pas de médium électré à l'intérieur, de toute façon. OK. Là, une question vraiment, la question qui tue de Mme Lynne Duplessis. Est-ce que Santé Canada considère retirer les KN95 du marché? Je ne sais pas. Moi non plus, j'en ai aucune idée. J'ai aucune idée de ce que Santé Canada fait actuellement avec ça. Est-ce qu'au niveau de la réutilisation des KN95, est-ce qu'il y a des choses qui ont été regardées, examinées, étudiées? Est-ce qu'on a essayé de désinfecter des KN95 et de les réutiliser? Dans les études dont nous, on a été impliqués, sur lesquelles on a été impliqués pour la désinfection, on a travaillé seulement sur des N95 certifiés NIOSH. OK. Donc, OK. La question de M. Daniel Drolet. Salut, Daniel. Considérez-vous que les masques à boucle d'oreilles sont hors jeu? Donc, on ne devrait même pas les considérer. Au laboratoire, on a travaillé aussi sur la partie fit. Puis il y a pas mal de choses qui sont sorties pour pouvoir améliorer le fit des masques.
ajouter une frame autour pour pouvoir limiter les fuites. Et de nos premiers résultats, il en sort des choses intéressantes. Donc, est-ce que ça veut dire que... et on a testé sur des KN95. Ça a amélioré considérablement certains KN95. Est-ce que si on utilise ce genre de choses, on pourrait pouvoir utiliser ces masques KN95 en améliorant le fit? C'est possible, mais dans ces cas-là, il faut cadrer tout ça. OK. Bon, est-ce que devrions-nous considérer les KN95 plus près du masque de procédure? Est-ce que, puis là, c'est ça. Là, ça, c'est une question qui est un peu embêtante. Est-ce que vous avez fait des tests sur les masques de procédure? Oui, aussi. OK. Puis, Ben, est-ce qu'il y a une comparaison à faire? Est-ce que... Alors, ça dépend comment est-ce qu'on considère le masque de procédure. Est-ce qu'on considère le masque de procédure pour protéger les autres ou pour se protéger soi? Oui, dans le cas où on protège les autres, il semblerait que ce serait, je dirais que les fuites liées au masque de procédure ou les fuites liées au KN95 devraient être relativement équivalentes. Mais pour se protéger soi, je ne saurais pas dire précisément. OK. La réponse courte, c'est qu'habituellement, un masque de procédure, le facteur de protection, donc la concentration que tu as à l'extérieur du masque par rapport à la concentration que tu as à l'intérieur du masque, habituellement, ça varie entre 2 et 9, quelque chose de genre. Tandis qu'un N95, on parle facilement d'un facteur de protection de 200. Un N95, mais un KN95, c'est pas toujours le cas. Il y a peut-être un hygiéniste du travail d'un hôpital qui a fait des tests d'ajustement qui pourrait nous en parler, là, mais effectivement. Bon, écoutez, je crois qu'il n'y a plus de questions. Je fais le tour. Très belle présentation. Bon, une dernière. Fatia Ouara, que doit-on faire avec des masques KN95 munis d'un certificat? OK. Autrement dit, qu'est-ce qu'on doit faire avec les KN95? Est-ce qu'on doit s'en débarrasser ou y a-t-il une réponse à ça? La diversité des résultats qu'on a eus sur les KN95 en termes de performance ne permet pas de tirer une conclusion sur qu'est-ce qu'on doit faire avec un KN95. Durant le début de la pandémie, on a trouvé des très bons KN95, comme celui qu'on a montré en 2, là, qui correspond aux normes, comme quelque chose qui est complètement hors sujet. Ben, écoutez, merci infiniment. Ça a été une présentation fantastique. Donc, ça met fin à la présentation de Dr. Brochot. Et je désire chaleureusement remercier Dr. Brochot pour sa participation au titre de conférencière. C'était effectivement une présentation excessivement intéressante. C'est sûr que le contexte du printemps 2020 était excessivement particulier. on peut difficilement dire autrement. Donc, ça donne des situations où effectivement, il y a des gens d'autorité qui sont pris au dépourvu, qui doivent prendre des décisions et que c'était vraiment pas un contexte évident. Il ne me reste plus qu'à vous saluer, vous remercier chaleureusement pour votre participation. Nous espérons que vous avez apprécié et nous vous invitons à faire vos commentaires et vos suggestions pour les autres présentations. Merci encore, Dr. Brochot, ça a été vraiment apprécié. Merci.